Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous continuons notre périple à travers l'autobiographie et la biographie. Hein, donc, c'est le titre, disons, de cet ensemble qui comprendra 3 ou 4 ou 5 vidéos, je ne sais plus. Et donc, euh, nous avons abordé un premier thème de réflexion, pourquoi écrire sur soi. Donc, j'ai essayé de rappeler quels étaient les types d'autobiographie, littéraires, politiques, les élites, au contraire, les gens les plus humbles qui décrivaient leur vie souvent héroïque. Bon, donc nous avons réfléchi sur tout cela. Et puis j'ai commencé, bien sûr, sur euh, l'acquis tiré de ma propre autobiographie. Parce que des personnes m'avaient dit, bon, mais tu as écrit ce gros livre, et qu'est-ce que tu en tires pour toi? Alors la première chose que j'en ai tirée, je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'était donc la différence de mode de vie, de mentalité, de croyance entre mes ancêtres directs, parents, grands-parents, et moi-même. Donc ça a été la première prise de conscience forte. Ensuite, j'en suis arrivé à un deuxième point. L'écriture de cette autobiographie m'a permis donc d'avoir une vision plus nette de ce qu'a pu être mon parcours social. J'en suis là. Alors, vous voyez le dessin de Chard. Il y a un jeune qui arrive, il veut monter par l'ascenseur. On lui dit non, pour toi, c'est l'escalier. Moi, ça a été plutôt l'escalier, mais je n'ai pas peiné pour autant, mais ça n'a pas été l'ascenseur. Donc, le petit Bougna doit gravir une série de marches avant de devenir ce qui n'est pas un sommet, mais sur le plan professionnel, ce qu'il a été pour lui, c'est-à-dire professeur d'université. Alors, au départ, on en est loin. Mes parents, donc, fils de paysans pour mon père, pour ma mère aussi, même si il y a eu cette mutation de ses parents de fermiers à marchands de vin, en gros. Bref, le couple se constitue, mes parents se marient en 1930, et aussitôt, comme le faisaient tous les Auvergnats de cette période, pas tous, mais beaucoup, ils montent, entre guillemets, à Paris, ils vont à Paris, où là, il y a souvent quelqu'un de leur famille qui est déjà installé, il y a la sœur de ma mère, ma tante, qui tient un petit hôtel, et qui les accueille donc pendant un certain temps, le temps de trouver un, un commerce à acheter. Donc, ils en trouvent un rue Polonceau, c'est dans le 18e arrondissement, à Pigalle, près de Montmartre, si vous voulez, pour situer. Et là, c'est un commerce classique pour les Auvergnats, puisque vous le voyez, la moitié de la boutique est consacrée au bois et au charbon. C'est mon père qui s'en occupe surtout. Et le reste est un café. Voilà. Voilà la maison Soulet. Alors, bien entendu, ils n'avaient pas le moindre sou, hein, donc ils empruntent toute la somme qu'ils vont rendre tous les mois et ils arriveront en 10 ans à payer ce fonds de commerce. Malheureusement, quand ils terminent la dernière traite à payer en 1940, eh bien, la guerre a éclaté et ils doivent abandonner donc ce commerce. Sur la photo, donc, ils sont mariés depuis 2 ans. Ils ont déjà une petite fille, bon, ma sœur, et ils attendent, ma mère attend, je crois, un autre enfant à ce moment-là. 4 ans plus tard, voilà toujours mon père. Vous remarquez peut-être que l'enseigne est différente. Il n'y a plus marqué 20 cafés bois charbon. Alors, vous ne pouvez pas deviner. Ça s'appelle désormais Au Petit Bougna, car mon frère vient de naître en 1936. C'est le premier garçon, donc pas de problème. C'est lui qui succédera
à ses parents, donc c'est devenu le petit Bougna. Et donc, moi qui naîtrai beaucoup plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais dû aussi me retrouver dans ce commerce comme seconde mon frère. Bon, voilà ce qui était prévu. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Hitler qui a fait chavirer l'histoire de manière tragique, c'est-à-dire donc qui a créé les conditions d'une guerre, et ceci a, comment dirais-je, a mis fin, a freiné totalement le déterminisme familial qui aurait voulu que des enfants de Bougna deviennent Bougna. Voilà. Alors, mon père, donc, est mobilisé en 1940, enfin en 39, pardon. Il fait donc la guerre en 40. Et en 40, donc, après la débâcle, il se retrouve donc sans commerce, puisqu'il ne peut plus reprendre le commerce de Paris, et il devient petit fonctionnaire. Hein. Il va entrer dans la police. Et donc, les enfants, ces enfants, moi en l'occurrence, puisque je mets le projecteur sur moi, eh bien, tout nous est. Qu'est-ce qu'on va devenir? Enfin, je ne dis pas ça de manière tragique. Hein. Nous sommes aimés par nos familles et tout, donc nous ne sommes pas malheureux, hein, même si les moyens matériels sont quand même très réduits à cette époque. Donc, il va y avoir, à mon avis, je l'ai bien compris en écrivant mon autobiographie, ce que j'appelle le lobby familial qui va jouer en faveur de l'école. Jouer en faveur de l'école, ça veut dire répéter aux enfants de la famille que dans la vie, il y a une seule manière de s'en tirer. Il faut faire des études et donc il faut bien travailler à l'école. Et ça sera répété donc par tous les membres de la famille. C'est ce que j'appelle le lobby familial école. Alors, dans ce lobby familial, il y a ma grand-mère, la mère de ma mère, donc elle qui était d'abord fermière et puis qui est devenue donc petite bourgeoise, c'est-à-dire épouse de marchand de vin. Alors, ma grand-mère n'avait pas fait d'études, elle était allée, comme on dit, jusqu'au certificat d'études. Alors, j'ai un seul document la concernant sur le plan scolaire, c'est une rédaction, alors attention, c'est une copie, c'est pas elle qui a rédigé, elle a signé Marguerite Horatus. Mais on s'aperçoit qu'elle écrit bien et elle parlait de temps à autre de ses souvenirs d'école et c'était pour elle important, c'était valorisant l'école. N'oublions pas que c'était une femme et qu'à l'époque, les femmes n'allaient pas longtemps à l'école et que donc elle en avait gardé, elle, un bon souvenir. Il y a ma mère. Alors, ma mère, donc, fille de marchand de vin, elles étaient 3 filles au total. Bon, elle va à l'école qu'on appelait libre, c'est-à-dire l'école privée. C'est une bonne élève. Elle passera, elle l'avait gardé, son certificat supérieur qui correspond à peu près au brevet élémentaire. Hein, mais comme elle est dans une école privée, confessionnelle, ça s'appelle certificat supérieur. Euh, j'ai conservé quelques-uns de ces cahiers. Ils sont remarquablement tenus. Ma mère, incontestablement, aurait aimé être institutrice. Et elle aurait, je crois, bien réussi. Donc, elle aussi, pour elle aussi, l'école, c'est très important. Mon père, bien mon père, donc fils de paysan, quand il a 12 ou 13 ans, donc ils sont 5, il est le troisième, donc à la ferme, ça fait beaucoup. Hein. Donc, dès qu'il dit vers 12-13 ans qu'il voudrait être prêtre, comme c'est un milieu catholique, aussitôt on s'en réjouit et on l'expédie au petit séminaire là, de Belmont, en Aveyron, tout près, où il va faire 2 ans, je crois, de classe en 4e, 3e, où il fera un peu de latin, un peu de grec, il en sera très, très, très fier d'avoir fait du grec. Et
Et puis, quand il est à la fin de la troisième, qu'il va rentrer en seconde, il avoue à ses parents qu'il n'a peut-être pas tout à fait la vocation, et aussitôt ses parents le retirent, mais il aura quand même être allé donc dans l'enseignement secondaire, avoir fait du latin, du grec, être allé jusqu'en seconde. Bon, c'est pas une agrégation, mais c'est quand même un bon petit bagage scolaire, et lui aussi en conservera un très bon souvenir et l'idée qu'il faut que l'école peut aider à faire sa vie. Et puis alors, il y a une personne qui va certainement jouer un grand rôle dans mon orientation, c'est ma sœur aînée, Janine, qui a 10 ans de plus que moi. Donc pour moi, c'est un peu une mère supplémentaire. Et elle a la vocation d'institutrice très jeune. Elle passe le concours de l'école normale, qui est difficile, l'école normale primaire, et elle réussit. Et donc, elle va faire l'école normale, d'abord un peu à Rodez, puis à Tarbes, puisque nos parents sont partis à Tarbes. Et en sortant, elle sera nommée à sa demande dans un petit village de l'Aveyron. Et ma sœur a vécu, notamment à l'école normale de Tarbes, dans le culte, elle aussi, de l'école. Et donc, comme c'est elle qui a le plus d'instruction dans la famille, puisqu'elle a le baccalauréat, elle est institutrice, donc c'est une référence dans notre famille. Et donc, elle va, je pense, à l'époque, je ne m'en rends pas trop compte, mais exercer une influence sur mes parents pour orienter ses deux petits frères, mon frère qui a 4 ans de moins qu'elle, et moi qui en ai 10 de moins. Donc voilà mon lobby. Alors, un exemple, nous sommes donc élevés, j'y reviendrai tout à l'heure, par notre grand-mère et notre tante pendant la guerre à Mur-de-Barès, nos parents ne pouvant pas nous prendre. Et quand la guerre est terminée, un peu après, mes parents, mon père a été nommé agent de police à Tarbes, et mes parents arrivent à avoir un logement, malgré la crise du logement à Tarbes. Et en 1948, les 3 enfants sont rapatriés, si je peux dire, du village aveyronnais à Tarbes. Et là, ils nous mettent dans une école, au moins les 2 garçons, à Saint-Joseph, l'école Saint-Joseph, qui est une école primaire. On va y rester 1 an, on y est très heureux, et mon frère et moi. Moi, je suis au cours préparatoire, lui, il est au certificat, à la classe du certificat. Mais l'année suivante, on nous sort, comme on dit, de l'école Saint-Joseph pour nous mettre dans un collège d'enseignement secondaire, le collège Jeanne d'Arc. Et on s'en rend compte parce que pour nous, c'est quand même une grosse différence, mais dans notre trajectoire professionnelle, sociale, future, c'est un moment très important. Sans que nous nous en soyons rendus compte, mon frère et moi, ce changement d'école, dont j'ignore la raison, équivaut à une mutation capitale à forte incidence sur notre avenir. Nous passons brusquement d'une structure d'enseignement primaire, fréquentée par des enfants que l'on destine à des études courtes à finalité professionnelle, à une structure d'enseignement secondaire accueillant, en vue d'études longues, des enfants de la bourgeoisie locale que leurs parents souhaitent le plus souvent voir leur succéder à la tête de leur commerce et entreprise. Voilà mon frère et moi, fils de bougnat parisien, petit-fils de fermier aveyronnais, arrière-petit-fils de métayer et de journalier cantalien, côtoyant les rejetons des grandes familles de Lourdes, à la tête de banques et de grands hôtels, de Tarbes, médecins, grands commerçants, assureurs, hauts fonctionnaires et du Lavedan. Par notre seule inscription au collège Jeanne d'Arc, nous gagnons nos quartiers de noblesse. Certes, les familles huppées continuent à faire la différence avec les roturiers qui se glissent effrontément dans leurs prés carrés, mais leurs enfants ne le font pas trop,
C'est ainsi que mes deux meilleurs camarades à l'institution Jeanne d'Arc sont fils de marchands de tissus et que mon frère se lie, pour la vie aussi, avec le fils d'un médecin réputé. Ne schématisons pas pour autant, tous les enfants du collège ne sont pas issus de la bourgeoisie, les pères assomptionnistes qui dirigent l'établissement consentent quelques accommodements, sinon dans la prise totale de la pension, du moins dans les rythmes de versement, ce qui arrange plus d'une fois notre famille. Alors, pardon. Donc, continuons la marche du petit Bougna, donc le lobby en faveur de l'école. Et puis, ce qui va être décisif, comme pour beaucoup d'enfants, parce que je ne suis pas en train de vous dire que mon aventure est une aventure extraordinaire, elle est au contraire assez classique de beaucoup de gamins de cette période-là. Bon. Donc, l'État va beaucoup aider. De quelle manière? Eh bien, d'abord, en 1952, je suis reçu aux bourses. Je revois ma mère en train de dire à notre voisine, là, de l'appeler et de dire « Jean-François a les bourses ». Il est reçu aux bourses. Donc, c'était l'entrée en sixième et désormais, l'État nous verserait à ma famille une subvention, si vous voulez, pour nous aider pendant les études. Ensuite, alors là, il faut que je déplace ce cadre. Ensuite, donc, quand je irai à l'université, j'aurai également toujours des bourses. J'aurai accès à la cité universitaire de Toulouse, où je serai pendant 3 ans. Donc, ce sont des aides tout à fait remarquables. Bon, connaissant mes parents, même si je n'avais pas eu ces aides de l'État, ils se seraient saignés davantage, mais ils m'auraient fait continuer, comme on disait, les études. Mais c'est sûr que ces aides nous ont beaucoup aidés et c'est quelque chose d'important. Alors ensuite, mais nous restons un peu dans le domaine de l'État, ce qui va me permettre d'accéder à une carrière d'enseignant, c'est bien sûr, ce sont les diplômes et les concours. Donc, je suis resté, si vous voulez, en ce qui me concerne, très favorable, sinon au diplôme, du moins au concours. Les diplômes, écoutez, j'ai essayé d'en avoir, j'en ai manqué, j'aurais essayé pour les concours aussi. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que des personnes qui ont des diplômes ou qui ont réussi à des concours sont des génies de l'humanité ou sont des gens tout à fait remarquables. Pas du tout, pas du tout. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que ces diplômes et ces concours, qui étaient justes, m'ont permis de gravir des échelons que je n'aurais pas pu gravir sans cela. Alors, à ce propos, je revois brièvement, mais ce n'est pas un déplaisir pour moi, c'est toujours pareil, en écrivant mon autobiographie, que j'ai revu tout cela, que j'en ai pris conscience. Bon, ma première chance pour, disons, mon parcours scolaire, ça a été ma mère. Bon, quand j'arrive de Saint-Joseph, j'étais dans une espèce de cours préparatoire. Bon, je me rappelle, si, je sais lire et écrire, mais tout juste. Et on me met en 9e, on appelait ça comme ça correspondait au CE1 sans doute. En 9e, bon, je suis, comment dirais-je, peu intéressé par l'école. Mes souvenirs, je me revois, là, je suis un peu au fond de la classe, et je passe une bonne partie de mon temps avec mon mouchoir ou un chiffon parfois, à faire briller comment dirais-je, l'encrier en porcelaine qui est sur ma table, qui est blanc, qui est un peu taché d'encre. Et mon grand plaisir, c'est de faire cela.
Bref, je suis bon, un mauvais élève. Hein, et ma mère, évidemment, s'en rend compte assez vite et ne supporte pas cela. Alors, elle va me prendre en main, hein, c'est-à-dire me surveiller pour les devoirs, me faire réciter les leçons. Bon, et ça va être une méthode totalement efficace. Hein. Et quand je parle avec des parents, immédiatement, je leur dis oui, mais après la classe. Et quand on me dit ah, après la classe, ma femme travaille, moi aussi, mais ils font leurs devoirs eux-mêmes, je me dis ces gamins, ils n'ont pas de chance. Peut-être que leurs parents ont une double paye, etc., mais ils n'ont pas de chance. Bon, alors ma mère me prend donc en main. En neuvième, donc j'améliore un peu les résultats. En huitième, très nettement. Et en septième, je suis dans les premiers de classe. Bon, donc la chose a été très efficace. Merci, maman. Bon, ensuite, donc, je suis une scolarité classique, mais je suis un élève très, très moyen. Je suis ni un mauvais élève, ni surtout pas un bon élève. Je suis dans la moyenne. Je ne m'intéresse pas beaucoup au scolaire. Je travaille, je fais un minimum. Hein, bon, après, je passe le bac. Alors, je deviens plus sérieux, plus intéressé par les études à partir de la seconde première. Là ma sœur, je crois, pousse mes parents à me retirer de Jeanne d'Arc parce qu'elle dit qu'à Jeanne d'Arc, il n'y a pas de bons professeurs de mathématiques et elle est persuadée que je vais faire une grande carrière d'ingénieur et que donc il faut des professeurs de mathématiques à hauteur. Bon, donc j'aurai d'ailleurs M. Boulmier au lycée, mais je ne ferai pas de carrière scientifique. Alors, au lycée, je commence à me prendre en main, et notamment en première, et surtout en terminale, où là, je tombe par hasard dans une classe très faible, et donc je suis un des meilleurs de cette classe faible. Bon, je passe le bac. Et j'acquiers, j'en reparlerai, une méthode qui me servira par la suite. Bon. Ensuite, la licence, élève très moyen. Je continue à travailler, mais sans bien comprendre qu'il me faut justement une méthode, que je suis mou, alors, j'ai mes examens en juin, tous, pas de problème, mes parents sont contents, moi aussi, mais dès que je vais me heurter à un obstacle plus important au niveau des études, là, ça va être difficile. Donc, les obstacles plus compliqués, ce sont les concours qu'on passe pour être professeur. Alors, donc, je passe le CAPES, je ne l'ai que la deuxième fois, et pas de manière brillante, mais peu importe, me voilà professeur certifié. Je suis nommé au collège d'Eoz. Je suis ravi, j'ai vraiment la vocation de l'enseignement, j'ai des sixièmes, des cinquièmes, des troisièmes. Vraiment, c'est un enchantement pour moi. Je paierai pour aller faire cours. Et puis, même si ça me convient très bien, hein, d'ailleurs, j'aurais aimé être instituteur aussi, hein, donc je n'ai pas une ambition folle. Mais bon, je passe l'agrégation. Alors, la première fois, donc je ne l'aurai que la troisième fois. La première fois, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Hein. Je vais préparer comme je préparais la licence. Donc, bon, je suis très loin du compte. Hein. Après, je la repasse une deuxième fois tout en étant professeur certifié. Et finalement, j'aurai l'agrégation lors de ma première année à EOS comme professeur. Et là, vous voyez, j'ai mis un nom. Hein. J'avais mis ma mère en huitième, neuvième. Et là, je mets un nom que certains connaissent, Jean Journet. Jean Journet était professeur d'histoire. Il nous a quittés il y a quelques années. Et donc, c'est un homme politique, local aussi. Il a été conseiller général, conseiller régional aussi, je crois. Et donc, je cherchais quelqu'un pour préparer l'agrégation et on me dit, il y a un professeur de l'école normale, Monsieur Journet, qui la prépare. Alors, timidement,
Je vais frapper à sa porte, il me reçoit. Bon, dans un texte, vous allez entendre, je raconte tout ça dans mon autobiographie. Physiquement, c'est un pilier de rugby. Il a 10 ans de plus que moi. Il est établi. Il a déjà 2 enfants, bien sûr une épouse qui est économe à l'école normale. Il a été nommé à l'école normale parce qu'on le considère déjà comme un bon professeur. Et il voit arriver ce petit étudiant, même si je suis devenu prof. Bon, il m'accueille. Enfin, je raconte tout ça dans le livre et Daniel Demoulin a bien voulu enregistrer ce passage. Grand et fort, le verbe facile, un petit sourire ironique au coin des lèvres, il en impose. C'est tout mon contraire. Il a 10 ans de plus que moi, marié, père de 2 enfants, enseignant réputé, sa nomination à l'école normale en est une preuve. Il passe dans le monde politique local pour le dauphin de René Billère, leader national du Parti radical. Sans financer, il m'explique avec sa belle assurance qu'il ne vise l'agrégation que comme tremplin pour sa carrière politique et qu'il ne peut pas consacrer beaucoup de temps à sa préparation car il a ses cours à l'école normale, ses 2 enfants, bientôt 3, et sa carrière politique. Il me rappelle enfin qu'il a préparé Hippocagne et Cagne autrefois au lycée Pierre de Fermat de Toulouse et qu'il en a conservé une bonne expérience des concours. Bref, face à l'homme décidé et déjà arrivé que j'ai devant moi, je me sens physiquement, intellectuellement et socialement un petit garçon. Je pense qu'avec son expérience et son intelligence, il me cadre lui aussi d'emblée et comprend qu'il a en face de lui un jeune homme timide, rongé de complexes, indécis et manquant totalement d'assurance. Si néanmoins il accepte de faire un bout de chemin avec moi, ce n'est sans doute pas par pitié ou par bonté d'âme, car ce n'est pas un sentimental et il n'a pas de temps à perdre dans les bonnes œuvres. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas le choix et qu'il doit se dire qu'il est préférable de faire équipe avec un minus que de rester isolé, sans personne à ses côtés, pour le stimuler. Donc, c'est très difficile pour moi au départ. Je suis très découragé, encore une fois, mais Jean Journet va me donner les bases que ne m'ont pas donné les années d'université. Les années d'université, bon, comme j'ai vivoté, j'ai eu mes diplômes, mais on ne m'a absolument pas poussé. Et donc, j'étais très loin du concours d'agrégation. Et Jean Journet va me donner la méthode, que j'explique d'ailleurs dans le livre. Alors, ensuite, bon, peu importe, après, je deviens donc, je fais une thèse qu'on appelle de 3e cycle. Je postule pour un poste d'assistant à l'université de Toulouse, et puis ensuite, je ferai une thèse d'État. Donc, voilà pour 3e acquis de ces mémoires, c'est que ça m'a permis de réfléchir sur l'évolution de mes facultés intellectuelles, bon, qui sont, comme celles de tout le monde, assez malléables finalement. Autrement dit, mais c'est peut-être de la naïveté, et un neurospécialiste, en entendant ce que je vais dire, se ficherait de moi, se roulerait par terre, tellement c'est ridicule. Mais moi, j'ai eu le sentiment, si vous voulez, de développer mes facultés intellectuelles. Et j'ai essayé, en écrivant ce livre, de voir à quel moment. Alors, un ami me dit, je me souviens très bien, Jean-François, sur Internet, c'était le tout début, on peut calculer un logiciel qui te calcule le quotient intellectuel. Fais-le, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai aucune envie. Je suis persuadé que j'ai un QI assez bas, donc ça ne me dit rien. Bon, il a insisté. Je l'ai fait de mauvais gré, je le dis quand même. Et voilà qu'on me dit que j'ai un QI de 88,
c'est presque le QI d'un animal, hein, c'est-à-dire c'est très faible. Bon, le test dit quand même, pour ne pas me vexer, que c'est normal, mais enfin, c'est faible. Bon, ça ne m'étonne pas. Hein. Après, il y a quelques détails, en plus, toujours dans le même test. Il distingue plusieurs formes d'intelligence. Alors, pour l'intelligence que j'appelle spatiale, j'ai 27%. Donc, l'intelligence spatiale traduit l'aptitude à improviser lorsque les choses ne se passent pas comme vous voudriez. Bon. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis assez désemparé dans ces cas-là. Donc, j'accepte. Ensuite, attendez, je crois que j'ai passé quelque chose. L'intelligence verbale, les personnes douées pour la communication, le langage et l'écriture. À peine 43%. Je suis très vexé. Je croyais être un autre Victor Hugo, vous pensez. Alors, puis, l'intelligence logique consiste à décomposer un problème complexe en une série de problèmes simples. Je découvre que j'ai 54%. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que moi qui n'aime pas les mathématiques, etc., j'aurai donc une intelligence mathématique 63%, ce qui est pas mal. Bon. Mais au départ, donc, j'ai le sentiment, si vous voulez, quand j'ai 18, 19, 20 ans, que j'ai une intelligence, un quotient intellectuel vraiment assez bas. Hein. Donc, alors dans ce cas-là, je pouvais me jeter dans la douche, je pouvais me suicider, etc. Je n'ai pas cette tendance-là. D'abord, je nage mal, donc je ne vais pas me tenter cela. Alors, je découvre d'abord en terminale, c'est une vraie découverte, que j'ai du mal, effectivement, à bien comprendre, à m'approprier des notions abstraites et complexes. Par exemple, en philosophie, les concepts, tout ça, je ne les saisis pas d'emblée, si vous voulez, même si j'ai le second prix de philo, hein, mais enfin, j'apprends ça mécaniquement. Et donc, au début, je me décourage, et puis après, je reviens sur le métier. Je prends le manuel, j'achète un autre manuel de philo que je trouve mieux. Bon, à l'époque, il n'y a pas Wikipédia, il n'y a pas, mais je reprends les mots que je comprends mal, les concepts, je refais le cours de philo en le refaisant selon un plan simple, logique. Je m'aperçois d'ailleurs que j'arrive assez bien en faisant une synthèse. Bon. Donc, je comprends là que quand on n'est pas doué immédiatement, qu'on n'a pas une intelligence ouverte et brillante, on peut quand même, en bricolant, ça va être le grand mot de ma vie, on peut en bricolant améliorer les choses. En préparant l'agrégation, notamment avec Journée, eh bien, j'apprends certaines choses. Par exemple, il ne faut pas présenter les faits, les analyser, les voir de manière trop énumérative ou narrative, qu'il faut essayer de leur donner un sens, de voir que s'ils ne démontrent pas quelque chose, il faut comparer les faits entre eux, il faut voir s'il n'y a pas des liaisons. Donc j'approche très péniblement et très imparfaitement un peu la systémique. Je découvre un jour la typologie, ce qui me plaît beaucoup. Bon. Beaucoup plus tard, quand je deviendrai, tout en étant prof à l'université, je deviens prof aussi à l'Institut d'études politiques. Donc, et là, pour faire court, pour améliorer mes cours, je découvre les schémas. Les schémas qui, je le comprends, permettent de traduire de manière très concrète des situations abstraites et complexes. Et ça permet à vous-même, dans un premier temps, quand vous cherchez à faire les schémas, et bien sûr à votre public, de comprendre des choses très abstraites. Et quand je préparerai la thèse, je ferai d'autres découvertes intellectuelles, par exemple la problématique, qu'on ne se lance pas dans un travail sans se demander quel problème on veut chercher. Bon, enfin, une série de choses. Donc, la conclusion, elle est assez satisfaisante que je fais.
Bon, je ne suis pas un génie, je n'ai pas un niveau intellectuel élevé, mais je sais bricoler, me débrouiller et finalement atteindre d'assez bons niveaux. Voilà. Alors, peu importe s'il faut que j'y passe plus de temps, s'il faut que je bricole, et ça, c'est très encourageant. J'aimerais que, bon, mais à l'Université du Temps Libre, il n'y a pas des jeunes, mais j'aimerais que les jeunes m'écoutent là et se disent, parce qu'il y en a certains qui doivent être comme le petit Soulet à 17 ou 18 ans, qui doivent se dire, oh, il y a beaucoup plus intelligents que moi, qu'est-ce que je vais faire, etc. Quatrième découverte, il faut que je vais un peu plus vite parce qu'il faudrait que je termine dans quelques minutes. Eh bien, je redécouvre, après le docteur Fitzhugh Dodson, que tout se joue avant 6 ans. Bon, vous savez, c'est un livre qui a eu un succès terrible. Eh bien, pour moi, le petit Soulet, tout s'est joué avant 6 ans. Je rappelle un peu mon histoire du début. Un jour, une cigogne, c'est ma mère, Jeanne, vient à Mur de Barès là, et apporte donc, laisse tomber dans une cheminée un bébé de 6 mois qui s'appelle Jean, qu'on appelle Petit Jean, Jean Joux, c'est moi. Elle laisse tomber dans sa maison familiale et le bébé est recueilli par la sœur de ma mère qui a 30 ans, qui n'est pas mariée, et la mère, la grand-mère, ma grand-mère. Bon. Et il y a déjà mon frère et ma sœur. Et me voilà donc à Mur de Barès. Après, mes parents, parce que c'est la guerre, nous sommes en 42, donc ils n'ont pas de voiture, on ne peut pas se déplacer. Je les vois une fois ou 2 fois par an. Alors, ma première mère, hein, si vous voulez, c'est ma tante Marguerite. Et donc, il y a avec moi la grand-mère, la sœur qui a 10 ans de plus, qui est une autre mère, et mon frère qui est la seule image virile un peu du groupe. C'est ça mon premier pôle affectif. Alors, je voulais vous faire entendre rapidement quelque chose, mais j'ai peut-être tort. Ah, il faut revenir là. Marguerite. C'est ainsi que la première femme de ma vie n'est pas Jeanne la cigogne, ma mère, qui repart bien vite peu après m'avoir déposé et ne réapparaît plus que 2 ou 3 fois par an, mais sa jeune sœur, Marguerite. C'est elle qui, 6 ans durant, les fameux 6 ans décisifs si chers au docteur américain Fitzhugh Dodson, prend soin de moi et essaye de m'éduquer. La pauvrette, à 27 ans, sur le point de coiffer Sainte-Catherine, n'a aucune expérience des enfants, et en particulier des bébés. La voilà soudain, sans l'avoir souhaité, co-responsable avec sa mère de 3 gamins, dont les aînés de 10 et 6 ans ne vivent pas bien la séparation d'avec leurs parents. Sans délaisser ses 2 lascars, elle porte ses soins surtout au 3e qui, lui, nullement contestataire pour l'instant, ne demande pas mieux que de se faire chouchouter. Ainsi débute une relation affectueuse, imposée par les circonstances, mais qui se révèle bien vite une vraie histoire d'amour. Cette jeune femme en manque affectif s'attache forcément à ce bébé tombé du ciel. Je deviens son enfant. Ma grand-mère n'a pas le droit de s'occuper de moi et veille essentiellement sur mon frère et ma sœur. Les rôles sont assez vite délimités. Marguerite assume sans complexe la situation. Elle me présente le plus souvent à ses amis comme son bastardou, son petit bâtard. Quand on me place dans ses bras à l'automne 1942, Marguerite établit d'emblée les priorités. Il faut d'urgence regonfler, comme on le fait à l'époque pour les chambres à air des voitures, ce bébé qui n'a que la peau et les os. Ce devient son obsession. Je ne sais comment elle s'y prend et quels sont les ingrédients miracles utilisés, mais en quelques mois, je deviens une chose bouffie, potelée et fessue qui remplit de fierté ma tante Marguerite, notamment
lorsqu'elle se rend au dispensaire pour les vaccinations. Au milieu de tous mes jeunes concurrents, je suis, paraît-il, de loin le plus beau, c'est-à-dire le plus enrobé, et pas gracieux pour autant. Sur la seule photo de cette période, je fais déjà une moue boudeuse, ma lèvre du bas bien proéminente. Mon entourage ne sait pas encore que je me prépare à une longue et brillante carrière de boudeur. Ensuite, eh bien, donc, à 6 ans, mes parents ayant trouvé un logement à Tarbes, je passe d'un pôle affectif à un autre, totalement différent. J'étais dans un petit village de l'Aveyron où on parlait beaucoup le patois. J'arrive à Tarbes, pour moi la grande ville. Et les personnes qui sont autour de moi ne sont pas les mêmes. Je découvre une femme et un homme, c'est ma mère et mon père, qui sont bien décidés à me prendre en main. Les choses ne se passent pas très bien d'ailleurs. Ils n'ont pas trop la méthode et moi je résiste. Et ce qui me fait résister encore plus, c'est que ma tante Marguerite, qui s'ennuie évidemment de moi, vient habiter à Tarbes avec nous, ce qui va compliquer évidemment la situation. Voilà les 4 femmes de ma vie. Pardon. Jeanne, ma mère, Marguerite, ma tante, ma sœur et ma grand-mère. Mon problème majeur a été d'être trop aimé par trop de femmes, trop tôt. 5e acquis que j'ai, comment dirais-je, que j'ai découvert en faisant cette autobiographie, c'est la passion de transmettre. C'est ça qui est le point commun de toute ma vie. Alors, la passion de transmettre, je l'assouvis surtout dans l'enseignement. Et j'enseigne très tôt. Je m'occupe déjà à 19 ans, 18 ans d'une étude surveillée à Tarbes, avec une amie, mademoiselle Laporte. Après, je suis nommé au collège d'Eauze, dans le Gers. Je suis, je vous l'ai dit, ravi. Puis, je fais mon service militaire. Pendant mon service militaire, on me fait enseigner au lycée de Guerre, là, donc à côté de Couët-Quidan. Puis, je suis nommé pour 2 ans, après l'agrégation, au lycée de Mont-de-Marsan. Puis ensuite, je m'en vais enseigner donc à l'université. C'est pas simple d'ailleurs, je le raconte dans mon livre. Puis, j'enseigne en même temps à l'Institut d'études politiques, puis à l'école de journalisme de Toulouse. Et enfin, je me retrouve un jour à l'université du temps libre de Tarbes. Donc, l'enseignement a été un point très fort de cette passion de transmettre. Mais il y a eu aussi les médias. Les médias, c'est la transmission. Dès que je suis au scout, à un moment donné, je suis chef de patrouille, un piètre chef de patrouille, et aussitôt, je décide de créer un petit journal à la Ronéo de l'époque qu'on appelle l'écureuil, puisque la patrouille, c'est la patrouille de l'écureuil. Donc, on vend même à Lourdes, à la sortie, notre petit bulletin, il y a 2 numéros. Bon. Un fait de gloire quand même. Dans ma patrouille, il y a Pierre Veuilleté, qui aura le prix Albert Londres comme journaliste plus tard. Donc, je suis fier d'avoir fait débuter un prix Albert Londres. Donc, l'écureuil. Ensuite, à Toulouse, je crée une revue sur l'histoire contemporaine qui existe toujours aujourd'hui, qui a été repris par l'Université de Pau, qui s'appelle les Cahiers d'histoire immédiate. Ça me passionne. Je participe à Tarbes à un journal satirique créé par Madame Bernard qu'on appelle Le Cabochard. Là aussi, grand plaisir. Puis je participe à Radio Bigorre et à plusieurs radios dans les années 80. Toujours la transmission, la radio. Après, il y a un 3e secteur qui me passionne et qui appartient toujours aussi à la transmission, c'est l'édition. En tant qu'universitaire, je crée un groupe de recherche et aussitôt, je crée une revue et une collection où je publie des ouvrages, des mémoires d'étudiants. Ensuite, pendant 4 ans, je m'occupe chez Privat d'une collection, j'apprends beaucoup. Puis, je m'occupe de notre collection à l'Harmattan, à Paris. Et puis, depuis 20 ans, je travaille avec mon ami Jean-Luc Kérébel, qui est directeur des éditions Kern à Pau.
Donc les médias, l'enseignement, l'édition, ça résume tout à fait ma passion de transmettre. Ensuite, dernier point qu'il faut que je fasse au galop, sinon c'est chez moi la passion d'explorer le passé, mais pas pour le plaisir, simplement pour sauver de l'oubli, pour faire en sorte que la mort n'efface pas tout. C'est pour moi une obsession. C'est ça qui m'a amené à l'histoire. Alors, quand on est pressé, à l'histoire, je me suis d'abord intéressé à la période qu'on appelle moderne. Quand je suis entré à l'université, j'étais un moderniste, c'est-à-dire à l'Ancien Régime. Puis ensuite, je suis passé à la période contemporaine, de 89 à 45, j'ai fait ma thèse d'État là-dessus. Et enfin, je suis passé à l'histoire immédiate, c'est-à-dire de 45 à nos jours. Voilà les trois périodes qui m'ont intéressé. Alors, vous pourriez me dire, bon, vous avez fait des études d'histoire, et alors, qu'est-ce que vous avez, vous faisiez de la recherche, qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai rien trouvé d'extraordinaire, mais moi, en histoire, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, si vous voulez, sous son aspect sociologique et anthropologique, mais surtout sociologique. Donc, ce qui m'a passionné, c'est d'étudier les rapports entre les sociétés officielles et les sociétés civiles. J'ai mis du temps avant de comprendre ces concepts et de les appliquer aussi bien aux démocraties occidentales qu'aux pays que j'ai beaucoup étudiés, c'est-à-dire les pays communistes, donc les pays qui étaient totalitaires. Et là, étudier la société civile comme on n'avait pas beaucoup fait jusqu'à présent, et ça m'a permis de mettre, disons, en évidence le concept de dissidence. Donc, j'ai fait un gros livre avec Jean Chiama sur ce concept de dissidence. Je voudrais en dire deux mots quand même parce que j'y ai passé des années. Le concept de dissidence. Je commence par relire, sans grande conviction, les 4 ou 5 chapitres que j'ai rédigés au fil des années. Puis, je reprends l'énorme documentation accumulée à partir des procédures judiciaires. C'est long, mais pas fastidieux, car je suis cette fois animé d'un esprit conquérant et je prête attention aux moindres détails. Et très vite, le miracle arrive. Soudain, les pièces dispersées du puzzle trouvent une place. Tout à coup s'impose comme une évidence l'une des clés essentielles de l'histoire de la société pyrénéenne durant le XIXe siècle. Meurtrie, accablée par la conjoncture et la nouvelle législation révolutionnaire, elle tente de s'organiser pour survivre et résister en inventant ou en utilisant toutes sortes de moyens légaux ou illégaux. N'exagérons cependant pas l'aspect miraculeux de la soudaine élaboration de ma problématique. J'avais quand même trouvé donc ce concept de dissidence et j'ai pu l'étudier à la fois dans la société pyrénéenne et plus tard dans les sociétés totalitaires communistes. C'était très différent, mais il y avait des parentés. J'ai pu créer sur ces sujets une équipe de recherche universitaire. C'est compliqué au départ. Il faut d'abord que d'autres universitaires se joignent à vous. Il faut trouver des étudiants. Il faut trouver des membres associés. Il faut être reconnu par l'université où vous êtes. Ensuite, il faut être reconnu par le ministère de la Recherche. Et un beau jour, vous êtes labellisé groupe de recherche. À partir de ce moment-là, on vous donne un peu d'argent. Vous avez un programme de recherche. Ce programme de recherche, eh bien, vous le pratiquez grâce à des maîtrises, à des masters, grâce à une revue, à des ouvrages, à des tables rondes. Voilà. Et je termine par quelques vues. J'ai aimé parcourir un peu le monde, c'est normal, comme tout le monde. Hein. Donc, je suis allé un petit peu en Amérique, mais assez peu. Un tout petit peu en Afrique, mais assez peu. En Asie, pas trop. Au Moyen-Orient, pas trop. En Europe, bien sûr, beaucoup plus.
mais je suis allé surtout dans les anciens pays communistes, les pays de l'Est notamment. Et je termine en projetant quelques vues, quelques lieux qui m'ont fasciné. Ici, c'est au Vietnam, hein, c'est-à-dire c'est la baie d'Along, la baie terrestre d'Along, bon, j'ose pas dire c'est magnifique, tellement c'est connu. Ici, je suis au Pérou, hein, avec donc des lamas, des alpagas, etc., qui courent le long des routes ou des voies ferrées. On est à 4000 mètres d'altitude, c'est l'altiplano, c'est magnifique. Là, nous sommes à la limite, nous sommes dans l'ex-Yougoslavie, à la limite de la Bosnie et de la Croatie. Hein. C'est un delta extrêmement fertile, hein, pas très loin de Mostar. Là, nous sommes à Elche, en Espagne, comment dirais-je, palmeraie très célèbre. Au Canada, où je suis allé plusieurs fois, où j'ai fait des séjours familiaux notamment, où bien sûr les promenades en traîneau, c'est quelque chose d'inoubliable. Bien sûr, quand même la Russie, Saint-Pétersbourg le soir, les Pyrénées, évidemment, ici les Pyrénées centrales, et puis un paysage que j'adore, le paysage de l'Aubrac, pas très loin de mon Aveyron natal. Je vous remercie. Alors, on va arrêter, mettre fin.